Je rappelle que cette répression, dans la longue et tragique histoire de l'humanité, coule comme un des fils rouges les plus sinistres de notre humanité. Je rappelle que l'homosexualité a été traquée et est traquée encore dans le monde comme un crime majeur, que des homosexuels ont été pendus, écartelés, ont été massacrés, pourchassés, que des homosexuels ont payé de leur vie, de leur liberté, quoi? Une orientation sexuelle. Cette semaine à l'Assemblée, nous avons étudié une proposition de loi en commission, la proposition de loi pour reconnaître et réparer les victimes de l'homophobie d'État. En effet, légalement, entre 1942 et 1982, les homosexuels, les hommes homosexuels, ont été pourchassés par la police française, par la justice française, par l'État français, grâce au dispositif d'un article du Code pénal créé sous Vichy. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon, à côté de la bibliothèque municipale, pour visiter un fonds de recherche gay, un fonds de recherche LGBT, qui nous est amené par Michel Chomara. Michel Chomara, c'est un militant politique, mais c'est surtout une des victimes de cette répression d'État. En 1978, il a été arrêté dans un club qui s'appelait le Manhattan. Ce club était un club privé et la police est venue faire une descente, c'est-à-dire qu'ils sont descendus au sein de ce club pour arrêter des homosexuels. Ici à Lyon, on a la chance d'avoir Michel Chomara, qui est un militant de longue date des luttes pour l'égalité et contre les discriminations, et notamment pour défendre les droits des personnes homosexuelles. Et c'est un peu un trésor local à Lyon qui est un peu la mémoire en fait de toutes ces luttes. Récemment à la bibliothèque municipale de Lyon, il avait organisé notamment avec le fonds Michel Chomara une exposition qui s'appelait Dans les marges et qui mettait justement au centre toutes ces luttes qui ont été un peu à l'extérieur, à la périphérie, les remettre au centre pour les visibiliser. Et ça, c'est une chance qu'on a aujourd'hui. Bonjour, je me présente, je suis Michel Chomara, j'ai 75 ans et je suis actuellement, je dirais, très médiatisé parce que je suis un des rares condamnés qui s'exprime sur pourquoi il a été condamné. Donc j'ai été condamné à 3 reprises sur une même affaire. J'ai été arrêté dans une backroom d'un bar à Paris en 77 et j'ai été condamné à 3 reprises. En première instance en 78, en appel en 79 et en cassation en 81. Et donc aujourd'hui, je me bats pour la réhabilitation de tous ces gens, et surtout ceux qui ne sont plus là, parce que je suis un des rares survivants à témoigner, parce que la plupart ont disparu, ne veulent pas témoigner, ce que je comprends, parce qu'ils ont tout perdu souvent. Ils ont perdu leur logement, ils ont perdu leur appartement, toute stabilité. Et donc aujourd'hui, je suis le seul. Donc c'est très lourd comme responsabilité, parce que comme je viens de le dire, je parle au nom de tous ceux qui ne sont plus là. Je suis un témoin qui peut rappeler comment les gays étaient traités à tous les niveaux, mais c'était surtout, il y avait une espèce d'homophobie d'État, c'est-à-dire la justice et la police, sans parler de la religion et tout le reste, qui nous pourchassaient, parce qu'un PD, normalement, il doit rester chez lui, il doit rester dans son placard, et même mort, ce qui a été le cas après avec le sida, mais surtout qu'il ne sorte pas du placard. Et moi, je n'ai pas arrêté de sortir du placard, et 40 ans, 50 ans après, je suis là pour témoigner. Donc à l'époque, être PD, c'était très difficile. Très difficile, parce que tous les gens étaient hostiles, et surtout, on était taxé des malades mentaux. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous traitait donc de malades mentaux. Il y a eu l'amendement Mirguet en 1960 où il y a eu une loi qui a été votée où les homosexuels étaient mélangés avec les alcooliques, les prostituées, les tuberculeux. Non, c'est hallucinant, bref. Donc c'était un combat permanent. Monsieur Nera, justement, a mené ce combat parce que les gens, ils rasaient les murs, parce qu'ils étaient
ce que j'appelle méchamment, c'était des folles honteuses parce qu'ils n'assumaient pas trop. Et puis c'est très risqué de draguer, parce que les PD draguaient la nuit souvent. Donc ils devaient faire face à la police, les rafles de policières, et puis surtout aux casseurs de PD. Il y a eu une répression judiciaire, pénale, mais aussi policière de l'homosexualité tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle, bien avant 1942. Il y a eu des condamnations sur la base de différents articles du Code pénal, outrage public à la pudeur, outrage aux bonnes mœurs, racolage, travestissement, etc. La liste est longue. Il y a eu aussi des pratiques policières de poursuite, de descente, de harcèlement, voire de rafle dans des lieux dont la police savait qu'ils étaient fréquentés par des homosexuels, majoritairement masculins, les condamnations pour les femmes étant plus rares. Et donc c'est historique qu'aujourd'hui l'Assemblée, l'État puisse reconnaître les discriminations et notamment les condamnations, les peines qu'ont subies les personnes homosexuelles en France, en fait, dans notre pays, et qu'aujourd'hui on vienne faire réparation et dire à toutes ces personnes qui ont subi ces peines que ça n'arrivera plus jamais et que l'État leur demande pardon. Il est important d'avoir conscience que la répression de l'homosexualité ne s'est pas limitée à la période 1942-1982, mais qu'au contraire, il y a une continuité et une constante de cette répression de l'homosexualité. Par ailleurs, sur la période 1942-1982, en l'état, la proposition de loi est largement insuffisante parce qu'elle se concentre sur deux dispositions pénales seulement. D'une part, la création d'un âge du consentement sexuel spécifique pour les relations homosexuelles, un âge plus élevé pour les relations homosexuelles, et d'autre part, sur une aggravation de l'outrage public à la pudeur lorsque celui-ci consistait en des actes homosexuels. Sur la période 1942-1982, il y a eu un très grand nombre de condamnations sur d'autres, sur la base d'autres incriminations pénales qui ne sont pas incluses dans la loi pour l'instant. Et donc avoir une loi trop étroite, c'est à la fois un faux récit historique, mais c'est aussi un arbitraire, puisque des personnes condamnées pourront peut-être obtenir un droit à réparation si la proposition de loi est adoptée, et d'autres personnes condamnées, parce que d'autres articles du Code pénal ont été utilisés, ne pourront pas avoir droit à réparation. Enfin, il faut poser la question de la réparation collective sur le modèle de ce qui a été fait dans d'autres pays étrangers. Les expériences en Angleterre, en Allemagne, en Espagne sont extrêmement stimulantes sur les difficultés, sur les problèmes qu'ont posé ces propositions de loi, ces lois, sur la nécessité aussi qu'il y a eu de les amender dans ces pays étrangers. L'Allemagne, par exemple, a mis en place un dispositif extrêmement intéressant, à savoir qu'à côté des indemnisations individuelles, l'Allemagne a mis en place des indemnisations collectives, donnant de l'argent, notamment au Magnus Hirschfeld Stiftung, une fondation, à la fois pour mener des recherches historiques, pour faire connaître ces recherches par des expositions, par des programmes culturels et des activités culturelles, et enfin en finançant la lutte contre les LGBT-phobies encore aujourd'hui. Parce qu'évidemment, la répression judiciaire pénale de l'homosexualité n'est pas une parenthèse, elle s'inscrit dans la longue histoire de l'ensemble des discriminations, de l'ensemble des processus de domination qui ont pesé et qui continuent de peser encore aujourd'hui sur les minorités sexuelles. Si vous aviez quelque chose à dire un peu aux jeunes gays sur la manière de vivre son homosexualité maintenant en 2024 Alors, je répète quand je souvent des jeunes, parce que je suis souvent invité dans tout un tas de manuels des facs, etc., etc. Je rappelle toujours la phrase, si vous ne connaissez pas votre histoire, osez appeler à la revivre. Et par les temps qui courent, je dis attention, il ne faut pas jamais oublier qu'une minorité, toutes les minorités, mais encore plus les minorités sexuelles, donc les homosexuels, ils sont en sursis. Ils servent de bouc émissaire, on adore. Alors il n'y a pas aujourd'hui, bon, c'est plutôt, comment dire, on est dans une phase plutôt d'acceptation, mais on voit d'autres minorités. Alors aujourd'hui, c'est le sans-papier musulman, comme entre les deux guerres, c'était le juif franc-maçon, etc., etc. Parce qu'en plus, moi, je cumule tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Je suis PD, je suis franc-maçon, je suis protestant, je suis handicapé. Bref, mes copains me disent, la voie pour Auschwitz, c'est toi qui vas conduire le train ou le car, je ne sais pas quoi. Bref. Non, les jeunes, il faut qu'ils fassent attention. Mais je les comprends, je veux dire... Ils ont d'autres priorités, c'est-à-dire trouver un job, trouver un appart, trouver un chéri ou une chérie, et
Et donc, le vieux papy, le papy qui raconte toutes ces histoires, ça fait un peu un combattant, quoi. Mais moi, je suis là pour d'abord parler au nom de tous ceux qui sont plus là, et deuxièmement, transmettre cette histoire, qui est une histoire tragique. Littéralement, sauvegarder et sauver tout ça, et pour ça, oui, en effet, il faut avoir des moyens. Moi, ça a été je passe sur... Parce qu'on a eu... comment dire, moi, pourquoi ma volonté, ça a toujours été dans un fonds public, parce qu'il y a une pérennisation de fait. Et lorsque vos collègues dans certaines bibliothèques ont été confrontés à l'arrivée du Front National, à Toulon, à Marignane, et où ils sont intervenus, ah bah tiens, ah ça va, bon, qu'est-ce que j'ai en échange? C'est ça les 10 000? Les boîtes internationales, les dossiers par pays, voilà. non classés. Et au lieu de Cambacérès. Là, il y a USA, donc c'est pas loin, USA. C'est ses initiales. Alors, je sais plus son prénom. Et il y a même son comment il était quoi? C'est un des trois. Consul. Oui, de consul. Et tu sais comment il est Bonaparte? Une exposition de photos. Là, c'est quoi? Le festival hétéroclite. Affiche de publicité de lecture. Ce qui est aussi une des grandes singularités du fonds, c'est d'avoir un caractère international fait de carottage. Il n'y a pas forcément de cohérence d'ensemble, mais de récupérer. C'est ça qu'il faut qu'on rajoute, les morts du VIH. La double mort. Ils ont été discriminés, on les a pénalisés, ils se sont pris le VIH. Et c'est pour ça. C'est très important. Tant de nos vieilles et de nos vieux sont morts, etc. C'était ça l'idée du temps de nos vieilles et de nos vieux. La nécessité de ce truc, de dire que politiquement, les gens ont eu une discrimination, leur dignité humaine, donc non-respect de la Convention onusienne, non-respect de notre propre Constitution, non-respect du droit conventionnel. Ça, c'est la partie légale. Non-respect des droits humains, tout simplement. Puis, on a eu juste l'acte le banal. On a arrêté de pénaliser sous l'article 331 et les autres. Et là, il y a le VIH. Il faut aussi s'appuyer sur la réparation collective qui passe par la recherche sur cette répression. C'est pas par la recherche sur cette répression, c'est la recherche sur cette répression, ces fiches rouges des préfectures et ces discriminations par des lieux de mémoire et le soutien du travail. Travailler sur notre histoire nous vaccine et nous évite de la revivre. Je vous transmets le conseil d'un ancien condamné, une école lyonnaise que j'ai eu le plaisir et l'honneur de rencontrer la semaine dernière, Michel Chomara, auteur d'archives LGBT à la bibliothèque municipale de Lyon. Il disait à ma génération, et celle plus jeune, si vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes appelés à la revivre, et par les temps qui courent, je dis attention, toutes les minorités, mais encore plus les minorités sexuelles, donc les homosexuels, sont en sursis. Aujourd'hui, Michel, nous n'oublions pas l'histoire. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je cite, « Un PD, normalement, il doit rester chez lui. Il doit rester dans son placard, et même mort, ce qui a été le cas à l'époque du sida, il doit ne jamais sortir de son placard. C'était très difficile, on était taxés de malades mentaux, donc on devait faire face à la police, aux rafles policières et aux casseurs de PD. » Ces paroles sont celles de Michel Chomara, victime de cette homophobie d'État, icône lyonnaise, militant de la mémoire, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer la semaine dernière. C'était juste injuste et infâme. Mais cette première injustice a été réparée par la lutte des homosexuels eux-mêmes, les militants du Front homosexuel d'action révolutionnaire, de l'association Choisir, des groupes homosexuels de libération, une lutte traduite par la loi par Raymond Fourny, portée par Gisèle Halimi et portée par Robert Badinter. Il aura fallu 40 ans pour abolir le délit d'homosexualité et 42 pour en reconnaître la faute morale et la nécessaire réparation et réhabilitation de ces hommes et femmes dont les vies et les désirs furent brisés et meurtris. Enfin, une loi pour réparer l'injustice, celle d'une homophobie institutionnelle, structurelle et assumée, une vraie homophobie d'État, d'une haine qui a traversé tout le 19e siècle et tout le 20e siècle. Si les révolutionnaires de 1791 ont mis fin au crime de sodomie, la répression de l'homosexualité n'a jamais pris fin. Cette ignominie est même affirmée et codifiée par le régime collaborationniste de Pétain en 1942. Le Conseil national de la résistance maintiendra cette législation qui sera même renforcée en 1960 par Michel Debré, alors garde des Sceaux, en prétendant lutter contre un fléau social. Ce sont ceux des militants de la libération sexuelle et homosexuelle qu'il traque,
C'est la chasse jusque dans les lieux privés de ce fléau, de ces gens dont le seul crime était d'aimer et désirer. Cette répression pénale est également suivie par une mise au blanc de la société, car le fonctionnaire se devait d'être moralement irréprochable. Le ou la locataire devait gérer son logement en bon père ou mère de famille. Ces gens-là étaient exclus automatiquement de la fonction publique, ainsi que de leur logement si le bailleur était un peu zélé. Les répressions pénales et sociales ont été également secondées par une violence psychologique et physique inouïe. En France, on internait systématiquement des lesbiennes, certains pratiquaient même des viols correctifs pour chasser le vice. On électrocutait les homosexuels, espérant que le choc les remettrait dans le droit chemin, sans oublier toutes les bondieuseries et les violences générées par les fanatiques de toutes les chapelles. Cette proposition essentielle du sénateur Bourgi, que nous saluons aujourd'hui, correspond aux standards actuels d'autres États européens. Dans sa version votée en commission des lois, elle permettrait de combler un retard de la France en matière de réparation accordée à des personnes victimes de lois homophobes. Il y a 11 ans, les Pays-Bas se sont engagés dans une telle voie. Dès 2010, l'Allemagne a regretté sa législation homophobe de la RFA, permettant aux personnes victimes d'obtenir réparation. Très récemment, l'Autriche a décidé d'en faire de même. Et enfin, la Belgique est aussi sur cette voie. Et ce n'est peut-être pas plus mal de poser cet acte-là aujourd'hui, alors que l'extrême droite européenne n'a jamais cessé de casser du PD, nous promettre des zones sans LGBT et l'interdiction de la propagande homosexuelle, qui n'est rien d'autre en soi qu'un retour à l'atteinte à la pudeur et à leurs bonnes mœurs. 12 pays condamnent toujours les homosexuels à la peine de mort, 69 pénalisent l'homosexualité. Une pénalisation à laquelle la France a pris part dans ses anciennes colonies en exportant son code pénal, toujours en application dans ces pays. Pour réparer cette infamie, notre engagement pour la dépénalisation universelle doit être sans faille et sans tergiversation. Nos mains ne doivent pas trembler quand il faut accueillir des personnes LGBT tchétchènes, ougandaises, russes, iraniennes, égyptiennes et toutes les autres. Nous avons été à gauche, et j'en suis fier avec la France insoumise, les seuls à demander la reconnaissance de la réparation dès 2021. Nous avons gagné en commission la réintroduction de la réparation financière des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982. Cette loi n'a pas de valeur sans indemnisation des victimes. C'est le principe même de notre droit de la responsabilité depuis le Code de 1804, mais c'est aussi la devise du Premier ministre Attal. Tu casses, tu répares. L'État français a cassé des vies, les a brisées en 1000 morceaux et les a marginalisées. À notre République de les réparer et les réhabiliter aujourd'hui. Il faut s'atteler sur la réparation collective qui passe par la recherche sur cette répression, ces fiches roses des préfectures, ces discriminations, et par des lieux de mémoire et le soutien au travail des archives LGBT. Notre histoire est complexe, de la discrimination à l'indifférence. Nous sommes passés par la dépénalisation. Mais nous n'oublions pas nos tortionnaires, nos morts du sida, que certains sur ces bancs voulaient enfermer dans des sidatoriums. Les casseurs de PD d'hier et d'aujourd'hui. Cette homophobie systémique se perpétue par l'indifférence qui persiste. Ce soir, avec ce texte, les homophobes subissent une défaite. Travailler sur notre histoire nous vaccine et nous évite de la revivre. Et je finis avec ces mots de Michel Chomara. Si vous ne connaissez pas votre histoire, vous êtes appelés à la revivre. Et par les temps qui courent, je dis attention. Toutes les minorités, mais encore plus les minorités sexuelles, donc les homosexuels, sont en sursis. Ce soir, Michel, nous tirons les cendres de notre histoire. Merci à toi et à toutes celles et ceux qui en tribune portent ce combat. Donc, je vais mettre aux voix la proposition de loi dans son ensemble. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc, votant 331, exprimé 331, majorité 166, pour 331, l'Assemblée nationale a adopté.